Autre point qu'on peut aborder sur cette enquête, c'est l'aspect facteur humain. On se rend compte que visiblement, on a affaire à des erreurs pilotes, des erreurs de contrôle également. Donc l'aspect facteur humain, surtout pour les pilotes, va s'avérer un gros point dans cette enquête. Tout d'abord, l'expérience des pilotes. Alors ce qui est noté, c'est que c'était des pilotes expérimentés et qualifiés. Maintenant, la question qui se pose, les pilotes avaient-ils des licences valides? En effet, ce qu'ils se sont aperçus tout récemment, suite à cet accident, c'est qu'il y avait beaucoup de pilotes dans la compagnie Pakistan International Airlines, donc la compagnie de l'accident, qui n'avaient pas de licence valide et qui avaient des fausses licences de pilote. Ce qui est quand même grave. Voilà. À tel point que dans l'actualité, on a appris que 150 pilotes de la compagnie ont carrément été suspendus du fait de la suspicion de leur licence qui n'était pas bonne. Donc là, on a clairement un point qu'il va falloir investiguer. Est-ce que cet équipage avait des licences qui étaient valides? Donc ça va être à mon avis un gros point d'enquête. Et là, il y a certainement un gros lièvre qui a été levé sur certaines pratiques au niveau du Pakistan. Alors, certainement déjà au niveau de la compagnie, pour ce qui est de la vérification des licences des pilotes, mais ça va même au-delà. Ça va carrément, on le verra sur l'aspect systémique, je vais parler après, ça va clairement incriminer également la CAA, c'est-à-dire l'autorité de la navigation, l'autorité aéronautique du Pakistan. Est-ce que cette autorité-là était consciente qu'il y avait des pilotes qui avaient également des fausses licences? Parce que normalement, ces licences sont censées être vérifiées par une autorité autre que la compagnie aérienne. Donc ça pose également question sur le suivi. Autre chose qui pose également question, c'est l'adhérence aux SOP. Les SOP en anglais, pour Standard Operating Procedures, ce sont les procédures qui sont utilisées de manière standard par la compagnie, que ce soit la façon d'annoncer les choses en cabine, la façon de suivre les procédures, de suivre les checklists. Tout ça est parfaitement codé normalement avec un manuel et les pilotes sont censés être testés en simulateur pour s'assurer qu'ils suivent bien ces SOP qui sont des procédures de travail standard. Donc ça, c'est le CVR qui permettra de le dire. Alors, il y a des rumeurs comme quoi, on a vu dans la presse que les pilotes pouvaient parler du Covid-19, donc du coronavirus, pendant l'approche. Pour l'heure, ce ne sont que des rumeurs. Ça, c'est le CVR qui va permettre de le dire. Il y a quand même un point qui est important, c'est que ce genre de discussion, normalement, n'a pas lieu d'être dans un cockpit lorsque vous êtes en phase d'approche. Quand vous êtes en phase d'approche, vous avez une notion qui a été implémentée, qui s'appelle le cockpit stérile, qui consiste dès l'instant où on est en dessous de 2000 pieds, que ce soit en phase de montée, que ce soit en phase de descente, toutes les discussions de l'équipage ne doivent être tournées uniquement que sur les procédures, sur le pilotage de l'avion, et toute discussion qui est externe à tout ça n'a pas lieu d'être de façon à ce que les pilotes soient concentrés sur leur travail d'approche. Donc, est-ce qu'il y a eu des discussions qui ne concernaient pas le travail cockpit? Ça, le CVR devra apporter des informations. Autre chose qui n'a pas été respectée, c'est la notion d'approche stabilisée. Alors, on l'a vu sur le graphique. On est sur une approche qui n'est pas du tout stabilisée. Or, il faut savoir que dans la plupart des SOP, dans les procédures, vous avez des points de verrouillage. J'ai noté là, par exemple. Lorsque vous passez 1000 pieds, donc vous êtes à peu près à ce niveau-là, sur la procédure, vous devez être en approche dite stabilisée. C'est-à-dire que vous devez avoir la vitesse qui est la vitesse d'approche, les volets en position, en configuration atterrissage, le train sorti, vous devez être sur l'axe et sur le plan de descente. Donc là, ce que l'on remarque, c'est qu'on a un avion qui, n'était pas à la vitesse d'approche qu'il aurait dû avoir. Les volets étaient visiblement en position configuration atterrissage, donc ça c'est bon. Le train avait été rentré. Sur l'axe, on ne peut pas le dire, on n'a que la coupe verticale, donc on ne sait pas s'il était parfaitement sur l'axe d'approche. Et le plan de descente, clairement, on n'est pas dessus. Donc vous avez déjà au moins 3 conditions qui n'étaient pas remplies pour confirmer une approche stabilisée passant 1000 pieds. Et donc dans ces cas-là, vous avez une seule de ces conditions. Si vous avez une seule de ces conditions qui n'est pas remplie, c'est remise des gaz obligatoire. Et là, il n'y a pas eu de remise de gaz obligatoire. Vous aviez pourtant 3 conditions qui devaient vous l'imposer.
Donc il n'y a pas eu de respect de cette règle de base. Alors savoir ces 1000 pieds, on entend aussi également parler des 500 pieds. Tout dépend de la procédure. Si vous êtes en procédure d'approche aux instruments, c'est passant 1000 pieds que vous devez avoir une approche stabilisée. Si par contre vous faites une approche à vue, c'est passant 500 pieds. Donc si le contrôle aérien avait par exemple demandé à l'équipage s'ils avaient visuel du terrain et s'ils souhaitaient poursuivre à vue, alors normalement on ne doit pas le proposer, mais si l'équipage avait voulu faire une approche à vue, à ce moment-là, le point de verrouillage n'aurait plus été 1000 pieds, mais aurait été 500 pieds. Ce qui aurait laissé un peu plus de temps à l'équipage pour stabiliser l'avion. Mais même là, à 500 pieds, on s'aperçoit que la vitesse, elle est toujours pas bonne. Hein. On est à peu près ici. À 500 pieds, on n'est pas sur le plan, le train n'est pas sorti, la vitesse est encore bien trop excessive. Donc là aussi, ça aurait dû être une remise des gaz obligatoire. Autre chose qui est également supposée, c'est le fait que l'équipage pouvait suivre le ramadan et pouvait être fatigué par le ramadan. Là aussi, on est que sur de la pure spéculation. Ça, c'est l'enquête qui va pouvoir le dire, mais ça pourrait expliquer également une fatigue et justement le fait qu'un équipage n'était pas parfaitement en condition physique pour piloter. C'est également un point qui a été soulevé. Voilà. Autre point, ça je l'ai signalé dans une vidéo précédente, c'est la mauvaise gestion du début de descente. Et donc selon moi, il faut que l'enquête remonte jusqu'au top of descent, c'est-à-dire le moment de début de descente, au moment où la descente a été initiée en croisière. Ce qui n'est pas impossible, c'est que ça peut aussi avoir un impact et ça peut être le début en fait de cette approche non stabilisée. Donc ça aussi c'est un point que selon moi l'enquête doit devoir éclaircir. Ensuite, vous avez l'aspect systémique. Quand on parle d'aspect systémique, c'est-à-dire c'est le système. Qu'est-ce que le système n'a pas réussi à faire ou aurait dû faire pour justement créer, on va dire, une plaque d'horizon supplémentaire pour éviter que l'accident arrive. Donc, on l'a dit, toute la partie gestion de sécurité au niveau de la compagnie PIA, visiblement, a été défaillant. Donc là, les enquêteurs, ils vont devoir clairement se plonger dans les pratiques de la gestion de la sécurité de la compagnie aérienne, les contrôles des licences également par l'autorité, la CAA. Là aussi, il y a des choses qu'il va falloir éclaircir et je pense que le Pakistan va devoir faire le ménage parmi ses pilotes. Également, au niveau de la compagnie, c'est le contrôle des performances des pilotes au niveau de l'adhérence et des SOP. Là, clairement, ça a été défaillant. Donc ça aussi, c'est un point qu'il va falloir voir. Comment les pilotes sont testés en simulateur. C'est également noté dans le rapport. Et on a aussi le CRM, le Crew Resource Management, donc tout ce qui est procédure de travail en cabine. Et donc, si vous avez un pilote qui demande à remettre les gaz parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté, normalement, le pilote, même si c'est le copilote, il ne doit pas avoir peur de dire au commandant de bord, on a quelque chose qui ne va pas, il faut remettre les gaz. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on avait un rapport de force entre les deux membres d'équipage qui n'était pas au top, avec peut-être un commandant de bord qui a voulu s'enfermer, tunneliser et absolument continuer l'approche, alors qu'on était complètement au-delà des performances standards d'un avion comme ça pour l'approche, et un copilote en place droite qui n'a peut-être pas voulu trop s'impliquer ou qui n'a pas osé, ben ça va être aussi le CVR qui va nous dire comment les communications se sont passées dans le cockpit. Donc on voit il y a quand même beaucoup de choses à en dire sur cet accident. Il y a beaucoup de points qui vont demander d'être éclaircis par le rapport final. Alors le rapport final, on va l'attendre. Ça va compter au moins 1 an, voire 2 ans d'enquête. Mais clairement, l'aspect facteur humain dans cette affaire, elle ne fait aucun doute quand on voit une telle procédure. Voilà ce que je pouvais en dire sur cette analyse du rapport préliminaire du crash de la 320 de la Pakistan International Airlines. Ça n'est que mon analyse. Il y a peut-être des choses qui sont peut-être pas correctes dans ce que j'ai dit. Je vous invite justement à les remonter sur les commentaires. Quoi qu'il en soit, ça n'est qu'une analyse personnelle. Il y a peut-être des points encore qui méritent d'être éclaircis. Je ne suis pas non plus un spécialiste de l'Airbus A320. Je connais certaines bases dessus. Mais il y a des points qui pourraient mériter également d'être précisés par des pilotes d'A320 sur le fonctionnement de l'avion. Mais clairement, là, on est sur un aspect facteur humain et systémique qui est flagrant. Donc on va vraiment s'orienter sur
sur une enquête sur ces points-là.